0,001%. L'expérience de la réalité. Par Mark Auburn. Exploration personnelle. Ce qui suit donne une cartographie de l'esprit tel que je l'ai expérimenté. Je ne prétends pas qu'elle a valeur universelle, bien que certaines fois je serais tenté de généraliser à l'ensemble des êtres intelligents de cet univers et des autres. Vous remarquerez que je ne fais que rarement référence à une tradition ou à un savoir antérieur, et à chaque fois pour le redéfinir du point de vue de mes propres voyages. S'agissant de concepts personnels, j'utilise un vocabulaire spécifique. J'ai validé cette analyse à de nombreuses reprises. Peut-être que votre propre exploration vous fera découvrir des choses différentes. C'est probable, car l'éventail des réalités est infini. Cette exploration était la suite de mes réflexions d'enfant sur la nature de la réalité et de la conscience. Un enfant peut réfléchir à ce genre de choses, mais il l'oublie la plupart du temps, vers l'âge de 8 à 10 ans. À l'adolescence, j'ai pratiqué un ensemble de techniques mentales particulières. Je n'appellerai pas cela méditation, car je n'ai encore jamais pris de cours de méditation dans cette vie. Je ne sais toujours pas ce que l'on enseigne actuellement sous cette appellation. Je n'appliquais nulle technique inspirée par un livre ou un guide quelconque, pour la simple raison que je n'en avais lu aucun sur ce sujet, et personne dans mes connaissances ne m'avait expliqué quoi que ce soit de ce genre de choses. Personne de mon entourage n'aurait eu l'étrange idée de s'y intéresser. Mis à part une éducation chrétienne très classique dont je me suis détaché assez tôt, je n'appartenais pas à un mouvement religieux ou ésotérique. La religion braque le regard sur l'extérieur, exactement là où on ne peut rien voir à partir de la condition humaine terrestre actuelle. Il s'agit d'un parcours solitaire. J'ai compris plus tard que la source se trouvait dans certaines des vies passées. Mes seuls guides ont été mes copains de l'autre côté. Ils se sont manifestés assez vite à l'ouverture de la conscience, à ma grande surprise et celle de mes camarades. Plusieurs fois par semaine, durant environ 1 heure, je m'allongeais sur mon lit, relaxais mon corps au maximum et travaillais à faire disparaître toute forme de pensée dans mon esprit, tout en restant parfaitement conscient. C'est la chose la plus anticulturelle possible. Tout dans notre éducation nous pousse à faire le contraire. Je rencontrais toutes les difficultés d'un débutant non assisté, et redécouvrais laborieusement quelques règles, mais mon esprit en fut d'autant plus ouvert. Tout d'abord, je constatais qu'il était très difficile de combattre le flot de pensée, car chaque désir de cette nature engendrait lui-même un courant de pensée. Je me plaçais alors en position d'observateur, regardant le défilé ininterrompu sans intervenir dessus. La pensée non verbale. La première prise de conscience fut que la pensée arrivait dans mon esprit en version originale, c'est-à-dire non traduite dans ma langue natale. Une infime fraction de seconde après, chaque impulsion est formatée dans sa version orale par le cerveau. Cette subtilité peut sembler anodine, mais elle renferme à elle seule des applications très importantes. 1. Cet état natif de la pensée est partagé par un grand nombre d'êtres sensibles, ce que nous appelons les animaux compris. 2. Ce focus de la conscience sur le caractère non verbal de la pensée est au moins une des manières d'expérimenter ce que l'on nomme la télépathie, et dont une description plus détaillée sera donnée plus loin. C'est le niveau à partir duquel on peut communiquer avec un autre individu, même s'il ne parle pas notre langue, et s'il n'a pas la même version du mental ou de l'intelligence que celle que nous utilisons. La seconde condition nécessaire est la congruence, un concept formé de la fusion de 2 notions, identification et proximité. 3. À ce stade, on commence déjà à sentir qu'il existe d'autres niveaux de pensée que celui qui se manifeste dans le cerveau physique. 4. En dernier lieu, on peut commencer à voir que la pensée ne trouve pas son origine dans le cerveau. Application. La mise en mode non verbal est un puissant moyen d'ouvrir la conscience. Pour commencer, cette technique a tendance à déconnecter le système qui nous fait évaluer chaque élément de notre attention externe et interne. En gros, ce que l'on perçoit. Ce mode de traitement, bon ou mauvais, constitue la base de notre mental humain terrestre. Il lance le programme « système de croyance » dans le cerveau chaque matin. Programme que vous n'avez choisi d'aucune manière.
Jugement et croyance sont deux sous-programmes du système d'exploitation globale de notre mental humain terrestre. Le système d'évaluation a un pouvoir d'occultation qui vous étonne, une fois que vous l'avez découvert. Sa principale fonction est de faire le focus, la mise au point de la conscience sur un petit ensemble d'éléments tout en rapport avec l'instinct de vie. Cette mosaïque occupe 99% de notre attention et de notre énergie, mais ne représente qu'une part minuscule de ce qui serait à notre portée dans notre condition actuelle. Ce qui revient à dire que nous n'utilisons qu'une petite part de notre potentiel mental. Les dormeurs sont ceux qui ne savent pas qu'il fonctionne ainsi. Ainsi, cette version du mental, la plus téléchargée dans les cerveaux humains actuels, mobilise les sens pour évaluer en permanence ce qui nous entoure, sur un mode assez binaire, vie ou mort, ami ou ennemi, nourriture ou pas nourriture. Dans une très large tranche de la vie, ce radar analyse constamment ce qui se passe à proximité, en termes de reproduction possible ou pas. À notre époque, le sous-logiciel de ce programme est une recherche de plaisir avec des partenaires du sexe opposé ou du même sexe. J'aurais tendance à définir le plaisir de deux manières. L'une, freudienne, serait un ensemble de moyens pour dépenser le moins d'énergie possible. L'autre, un ensemble de moyens pour faire mieux circuler l'énergie vitale au sein du corps physique en déverrouillant les points de blocage. Ces quatre aspects du mental analytique sont ceux sur lesquels repose principalement notre existence physique, et sur lesquels les fables, affabulations et religions de toutes sortes trouvent leur unique raison d'être. Revenons à l'état non verbal. La première chose que je notais fut que les chiens du voisinage n'aboyaient plus sur mon passage lorsque je me trouvais encore dans cette condition. Lors d'efforts physiques, la force et l'endurance se montrent fortement améliorées. Le plus significatif étant qu'aucune sensation d'effort n'entre en ligne de compte. La respiration et les battements cardiaques restent au même niveau que ceux d'un sommeil profond. Si vous vous entraînez à pratiquer cet état mental, vous constaterez immanquablement les conséquences suivantes. 1. Disparition transitoire de certaines de vos peurs, y compris celles dont vous n'aviez pas connaissance. En particulier, forte réduction de la peur instinctuelle envers un inconnu. 2. Capacité de concentration mentale décuplée. 3. Détricotage progressif des systèmes de croyance. 4. Effet miroir pour le mental de votre entourage. 5. Stabilité émotionnelle. 6. Irruption soudaine d'éléments nouveaux dans votre champ de perception, par exemple la vision directe de l'énergie vitale. 7. Par effet rebond, très fort renforcement de l'ego. Prenez garde à ne pas virer gourou ou femme, homme politique. À ce stade, l'illusion de contrôle peut vous faire perdre 1 million d'années. La couche de pensée. Je trouvais ensuite deux moyens pour freiner le débit mental. L'un consistait à répéter systématiquement chaque pensée qui se présentait, en l'amplifiant au maximum. L'autre, à ralentir le flot en empêchant sa traduction, dans sa langue natale et en coupant l'alimentation. Ne me demandez pas comment on peut faire cela, je serais incapable de l'expliquer. Il faut une sorte de détermination sans effort, et surtout, pratiquer pour comprendre. Résultat. 1. Le flot se ralentit. Simultanément, chaque pensée gagne en force et en cohérence, moins parasitée par celle qui la talonne et celle qui la précède. On devient conscient d'espace entre les pensées, traduites ou non. 2. Il y a une empreinte, une sorte de rémanence de chaque pensée. Peut-être quelques millisecondes, mais quand vous voyez cela, vous êtes sur la bonne voie. 3. Avec la diminution du bavardage intérieur, les sentiments d'exister et d'être conscient augmentent de manière exponentielle. Agrandir au maximum cet espace entre les pensées serait ma définition personnelle de la méditation. À partir de cet état, on peut vraiment trouver une porte de sortie à ce monde et passer dans un autre, instantanément. Exemple vécu dès les premières semaines d'exercice. Je ralentis le flot de pensée
elle s'espace de plus en plus. La conscience se dilate, devient plus large et plus intense. Toute manifestation de l'ego a disparu, transitoirement. Je suis le spectateur de mon mental. Avec patience et fermeté, je garde mon intention de quitter le monde de la pensée et de ne produire aucun effort pour cela. Le non-effort dans une intention intense, l'union des opposés. Sans transition, sans signe annonciateur, voici que je ne suis plus étendu sur le lit. Je n'ai plus de corps, ni physique, ni énergétique, ni corps de lumière. Je n'ai plus de mémoire, plus d'identité. Je ne suis plus un homme, ni même un esprit. Il n'y a plus de je, plus de moi, plus d'ego, plus de personnalité. Mais je suis localisé quelque part, dans un monde totalement nouveau. Partout, dans toutes les directions, il y a des sphères qui flottent en nombre illimité. Elles semblent être de pur cristal, et sans doute suis-je l'une d'elles. Des rayons de lumière partent de ces sphères. Chacun de ces rayons progresse très lentement, et quand l'un de ces rayons touche ma localisation, un son magnifique est communiqué. Chaque rayon de lumière a son propre son, stable, puissant, unique. Ces sphères échangent de la lumière et du son, en un seul et même phénomène. La conscience s'étend, et voici que l'immense symphonie de ce lieu se manifeste. La conscience peut en contempler des fractions en nombre infini. La musique des sphères. Au retour à la conscience normale, je suis abasourdi par ce qui est en mémoire. Je suis incapable de dire si ce voyage hors du monde, hors des mondes, a duré 1 heure ou 1/10 de seconde. Ceci n'était pas un voyage hors du corps. Aucun des symptômes n'est apparu, ni aucun processus. Tout a eu lieu instantanément. Sortir du monde par la porte du mental. Le tissu astromental, qui permet notre localisation relative dans le monde physique, n'est pas si serré. Une observation attentive permet de voir des brèches fugaces. Cette acuité n'est pas possible avec une activité mentale ordinaire. Les pensées et tout ce qui va avec. On peut se glisser dans les brèches et passer immédiatement dans un autre univers. Ces univers sont au nombre infini. Selon mes petites expériences, la vacuité décrite par les maîtres de méditation n'est pas le vide, pas le néant, mais la capacité de la conscience à héberger toute chose. Par analogie, la conscience humaine ordinaire est comme une flaque d'eau peu profonde. L'évolution permet à cette conscience de gagner la dimension de lac, puis d'océan. Seule la conscience océanique peut héberger l'infini et l'éternité. Vide et somme de toutes les manifestations sont une seule et même chose. L'ultime réalité est qu'il n'y a pas de flaque, pas de lac, mais un seul et même océan cosmique, une seule conscience, un seul être dans toute la création. Bon, revenons à la suite de nos explorations. L'océan de magma. La couche de pensée est comme un champ de force qui délimite et contient un gigantesque magma intérieur, probablement ce que les psychanalystes ont nommé inconscient. Mais cette énergie-là est tout sauf inconsciente. Quand on rentre au contact de cet océan insondable, on comprend tout de suite que la maîtrise relative de la pensée avait été une partie facile. Il y a là à peu près tout ce que vous pouvez imaginer pour faire fonctionner le psychisme, mais avec une puissance inconcevable, et pas mal de choses dont vous n'aviez aucune idée auparavant. Les premières fois que vous arrivez là, vous battez en retraite. C'est normal. Trop tard, vous avez percé un trou dans le champ de force. C'est à cet instant précis que vous pouvez avoir un sentiment de compréhension, fugace en ce qui me concerne, envers les religions diverses que Dieu nous a inventées dans ce court segment spatio-temporel. Je résume le message général. N'allez pas voir par là. Vous n'avez pas besoin de savoir. Il n'y a rien à voir. Fuyez. Pour vous occuper, bornez-vous donc à croire ce que le gros bouquin raconte. Empêchez-vous de faire ceci ou de manger cela. Obstinez-vous à faire ces autres machins-là, sinon vous aurez les pires ennuis. Bon, qu'est-ce qu'il y a dans ce magma? Eh bien, par exemple, toutes les peurs que vous pouvez imaginer, et bien d'autres que vous n'aviez pas imaginées. Des pulsions et des désirs démesurés, des idées forces, des images en 3D animées, des symboles, des archétypes,
Dieu, ses démons et ses anges, des étoiles, du néant, du bien, du mal, des créatures étranges, l'ombre, la lumière, et bien plus encore. Le psychologue transpersonnel Stanislas Grof a modélisé l'organisation générale de cet amas d'énergie. Les matrices périnatales et les systèmes coex semblent très pertinents. Ils décrivent fort bien de nombreux aspects de ce prétendu subconscient. Vous faites de petites incursions sur ce territoire lors de certains événements extrêmes de la vie ou lors de prises de drogue. Pour contenir une part de l'attention en ce monde, il faut des moyens démesurés, et c'est le rôle de cette prodigieuse convergence de forces que de limiter l'accès à cette somme colossale d'informations. La structure de base de cet océan magmatique évoque ce que certains ont nommé l'instinct de vie. En s'aventurant avec prudence, tout en essayant de l'observer, les déclinaisons de cette pulsion de vie sautent aux yeux. Environ 99% de ce que nous faisons en ce monde est sous-tendu par cette force. L'ordre de garder son corps en vie le plus longtemps possible, le besoin de reproduction, de simuler la reproduction, de fonder une famille, de s'occuper de ses descendants, mais aussi toute forme de réalisation humaine, fût-elle hautement philosophique ou artistique. Travailler, respecter l'ordre social ou ne pas s'y conformer, dormir, manger, se distraire, travailler, croire en Dieu et ne pas y croire, croire en autre chose, tout cela est l'effet direct de l'ordre unique, survivre. L'instinct sexuel est l'aspect dominant. Il a une puissance qui dépasse l'entendement, ce qui explique que la majeure partie de l'énergie du champ de force de pensée soit consacrée à le contenir. Candidat au voyage astral, attention. Débarrassé de l'enveloppe physique, vous rencontrerez tôt ou tard la pulsion sexuelle. Celle-ci sera d'autant plus forte que vous l'aurez réprimée avant cela. Elle déploiera des arguments extrêmement spectaculaires qui ne vous laisseront pas de marbre. Cela n'est peut-être pas logique, car le corps de lumière n'est pas concerné par la reproduction physique, mais c'est tout de même la réalité. Petit truc au passage, ne vous opposez pas à elle de manière frontale. Vous ne gagnerez pas et serez expédié soudain dans le corps de chair. La maîtrise de la pensée est une aimable plaisanterie. Voici maintenant quelque chose d'immensément plus puissant, plus vaste et plus complexe. Les mystiques qui se sont attaqués à ce gros morceau ont eu fort à faire. Le premier réflexe est de tenter la maîtrise de la pulsion sexuelle en la contrôlant par tous les moyens possibles. Cette attitude a été choisie par la majorité des courants religieux de notre ère de ténèbres. La plupart du temps, elle a entraîné directement la tentative de contrôle et l'oppression des femmes. Cette pseudo-méthode est caractéristique d'une espèce très primitive. Ce groupe homogène de religions constitue la spiritualité de la seconde marche, la première étant l'ensemble des différentes formes d'animisme. En fonction de l'évolution de cette humanité terrestre, d'autres vagues de religions remplaceront les deux premières qui tomberont dans un oubli total. Comme pratiquement l'ensemble des prétentions humaines, le contrôle de la force de vie est une pure illusion. À cela s'ajoute qu'il mène à une impasse. Voici pourquoi. 1. La force de vie est presque la seule qui soit à notre disposition à ce stade de notre évolution. Tenter de la nier, de la combattre ou de la réduire revient à se priver de ses capacités d'action dans tous les domaines. Apathie, dépression et névrose assurée, ainsi que la violence, fanatisme, extrémisme. 2. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, cette pseudo-méthode de réalisation spirituelle est directement alimentée par la force de vie elle-même. Elle est très subtile et distille depuis longtemps tout ce qu'il faut pour égarer son hôte. Elle peut ainsi vous faire tourner en rond pendant des millions d'années. Si lutter ou ne pas lutter contre la force sexuelle revient au même, que faut-il faire? Selon mon expérience, faire n'est pas le mot exact. Tout ce qui est de l'ordre de la volonté ou de l'effort est produit par la force de vie. À défaut d'autres termes, le mot conscience paraît le plus approprié. Prendre conscience, explorer le magma en ouvrant la conscience, permet de relâcher les liens d'identification. Ne pas intervenir, ni dans un sens, ni dans l'autre. Observer, cela ouvre les portes successives de cet immense domaine. Vous y distinguez toutes les peines, toutes les souffrances et tous les malheurs, mais aussi le plaisir, la réalisation, la paix et l'unité. Telle est la dualité à l'intérieur de notre être. La couche de rêve.
Voilà quelque chose qui me semble très important à aborder. Comme entrée en matière, ceci a la prétention d'expliquer ce qu'est le rêve et comment cela fonctionne. Encore une fois, il s'agit d'observations personnelles maintes fois répétées. Le rêve, tel que vous vous souvenez, ou tel que les scientifiques actuels l'étudient, est le résultat final d'un ensemble de processus complexes. Le rêve, tel que je vais tenter de le décrire, est l'ensemble de ces processus. Tout d'abord, voici comment j'en suis arrivé à ces observations et à ces conclusions. À partir de l'adolescence, j'ai consigné le maximum de rêves dont je me souvenais au matin. Ma discipline consistait à écrire même les vagues souvenirs, aussi imprécis qu'ils fussent, et à être exhaustif dans la mesure du possible. La disposition naturelle à me souvenir de mes rêves en fut renforcée. Pas un matin sans que je ne puisse reporter une ou plusieurs vagues de résultats oniriques. Rapidement, ce travail a impacté directement la qualité des rêves eux-mêmes. Ils devenaient sans cesse plus profonds, plus vifs, plus colorés, plus riches en sensations. Dans une première phase, cette étude a pris des allures d'introspection et d'autopsychanalyse. Puis sont apparus assez soudainement les symboles et les archétypes décrits par les grands auteurs. Ces rencontres se sont avérées être d'un pouvoir thérapeutique prodigieux. Elles libéraient des forces que je ne savais pas être en moi. Conjuguée aux exercices mentaux décrits plus haut, une étape suivante a été atteinte. La capacité d'intervenir sur certaines tranches du processus. Le rêve éveillé est l'une de ces tranches. Vous êtes endormi et vous rêvez, mais vous en êtes conscient et pouvez ainsi, dans des proportions variables, fabriquer ou orienter votre rêve en fonction de vos penchants du moment. Il n'y a pas vraiment de limite et vous détenez ainsi, pour un petit moment, tous les pouvoirs du héros dans le film Matrix. Les découvertes ne se sont pas arrêtées là. J'ai voulu voir ce qui arriverait si, au cours de ces rêves lucides, je ne fabriquais rien du tout et qu'au contraire je détruisais systématiquement tout élément onirique, d'où qu'il vienne. C'est là que les choses sont devenues vraiment intéressantes. Cette technique provoque une augmentation du champ de conscience et de son intensité. Il provoque le réveil. Qu'y a-t-il d'extraordinaire? Eh bien, vous vous réveillez, c'est vrai, par exemple, dans votre lit, bien au chaud, sous les couvertures. Ou bien, vous vous réveillez dans votre chambre, mais à 50 cm au-dessus du lit, en train de vous enfoncer dans un truc étroit et humide qui se trouve être votre corps physique, ou alors exactement au même endroit, mais en cours de séparation avec le truc humide et étroit. Ou alors, comme ce fut mon cas la première fois, à 2000 km de votre lit, de votre chambre et de votre ville. J'étais au beau milieu d'un rêve, tout ce qu'il y a de plus commun, et voici que je prends soudain conscience et que je décide de tuer toute forme de rêve. C'est comme si d'immenses rideaux s'écartaient tout autour de moi. Totalement stupéfait, je me découvre dans un ciel d'un bleu profond, prenant doucement de la hauteur. Au moment du réveil, altitude 80 mètres, vitesse 40 km/h. Je stoppe et je m'arrête net. Je ne tombe pas, flottant simplement au-dessus du paysage. En dessous de moi, une terre ocre à perte de vue, très peu de végétation, moins d'une dizaine de maisons blanches avec des toits en terrasse sur la totalité de leur surface. Personne dehors, ni homme, ni animal. J'observe tout cela, enivré de la sensation de liberté absolue. Il ne se passe rien. Dans un rêve, les choses s'enchaînent toujours en continu. Je pense et je ressens différentes choses, mais ce que je vois ne change pas d'un iota. Le sentiment de réalité est supérieur à tout ce dont je me souviens. Je suis totalement, intégralement localisé ici, au-dessus de ce que j'imagine être le nord de l'Afrique. Puis le rêve ressurgit et je me rendors. Mais au réveil, je me souviens de tout. Il y aura d'autres fois, et très vite arrivera la première preuve que ceci est vrai, que les endroits visités sont réels. Rêve de seconde partie de nuit. Bizarrement vêtu, je tiens à la main une pantoufle au milieu d'une rue déserte. L'absurdité de la chose me fait soudain prendre conscience, je décide de sortir de l'état onirique. Regardant autour de moi, voici que je suis sur la battue d'Angoulême, à quelques centaines de mètres du lycée où est resté mon corps, dans le dortoir de l'internat.
Je me découvre en pleine forme, dans le corps de lumière et sur le plan matériel, car je ne connais encore rien d'autre lors de ces premières sorties conscientes. Je plane doucement et commence à m'élever à travers les airs. Il y a devant moi une rangée de grands arbres dont je ressens la délicate énergie. Le printemps est là, et la vie qui baigne ces arbres me donne une envie de fusion. Je les traverse avec délectation, mêlant mes particules de lumière à leurs atomes. Puis je prends de l'altitude et monte verticalement à quelques centaines de mètres au-dessus de la ville. Un bref regard en bas, et je file à Mach 7 vers l'ouest. Dans cet état, pas besoin d'accélération, il n'y a pas d'inertie. Vous passez de 0 à 8000 km/h instantanément. Quelques semaines après, je me lie d'amitié avec AM. Il habite sur la butte d'Angoulême, près de la prison. Un mercredi, pour la première fois, il me conduit chez lui. Depuis la route, nous rentrons par son garage et traversons une petite cour pour accéder à la porte de la cuisine. Ce qui se trouve derrière la façade du garage est totalement masqué et il n'y a aucun immeuble qui domine sa maison. Il est impossible de connaître la disposition des lieux, sauf à y être déjà venu, ou bien de l'avoir survolé. C'est bien de quoi il est question. Rappelons-nous le bref coup d'œil en bas. Quand j'arrive dans cette petite cour, je la reconnais immédiatement, mais la preuve est ailleurs, et c'est bien ce qui va impressionner mon nouvel ami. Je m'arrête donc au milieu de la cour et j'explique soudain à AM qu'elle n'était pas dallée, il y a juste quelques semaines. Puis, je lui montre l'endroit précis où les dalles étaient stockées dans la tente, et comment elles étaient disposées. De ces travaux, il ne reste aucune trace, tout a été parfaitement nettoyé. Ces détails anodins étaient restés dans ma mémoire, et pour expliquer en quoi ce fut étonnant, je dois exprimer mon peu d'inclinaison devant l'architecture des villes où qu'elles se trouvent sur cette terre. C'est peut-être très personnel, mais je n'arrive pas à trouver le moindre esthétisme dans ce qui me semble un assemblage informe de boîtes plus ou moins petites, et ce sentiment est beaucoup plus marqué lorsque je suis libéré du corps matériel. Les constructions majeures de tout genre, sacrées ou non, n'échappent pas à ce sentiment. Seules des formes très épurées ont un éclat relativement plus attrayant à mes yeux. Et encore, je ne parle ici que du seul aspect visuel, sans rentrer dans le registre des éléments subtils qui émanent des dites constructions. Émanations que vous vous prenez en pleine figure, même si vous ne le voulez pas, et qui sont loin d'améliorer le tableau. De ce point de vue, le terme subtil devrait être remplacé par cauchemardesque. À tout visiteur extérieur à cette planète, cela donne la tonalité de notre civilisation, mais ce n'est que mon avis. Refermons la parenthèse. Sans penser aux conséquences, je formule ces remarques à mon ami, avec une assurance bien tranquille. Puis, à son étonnement, je comprends ma maladresse. Alain confirme l'exactitude de ses observations, mais il commence à m'interroger, car je ne peux pas savoir ce que je viens de décrire. Il insiste longuement pour savoir comment cela est possible, faisant preuve d'une lucidité très rare chez les dormeurs. Tout d'abord, je tente d'éluder la chose avec désinvolture. Débutant dans ces domaines, un de mes traits de caractère sera longtemps d'être discret au sujet de ce genre de choses. Je n'ai aucune envie de faire du prosélytisme, et cela durera de nombreuses années. Par honnêteté envers lui, et aussi sous sa pression, je finis par donner la version simplifiée de mon voyage au-dessus de sa cour. Je suis quasi certain qu'il ne va pas en croire un seul mot. Je me trompe. À mon grand étonnement, Alain me déclare être convaincu de la véracité de cette explication. Il n'avait jamais entendu parler de ce genre de phénomène avant notre conversation. Mais pour lui, la démonstration en avait été magistrale, bien qu'inattendue. Je l'ai perdu de vue après le lycée. J'ignore s'il s'en souvient, et si cela a eu la moindre influence sur son parcours de vie. En ce qui me concerne, les étapes sont franchies les unes après les autres. Je ne me préoccupe plus longtemps des preuves. Les aventures en elles-mêmes sont tellement grisantes qu'elles suffisent. Mais il arrive qu'au matin, une recherche dans mon gros atlas me confirme l'existence du lieu visité, car je me souviens parfois des noms s'ils sont dans une base d'écriture occidentale. Je reviendrai sur les possibilités offertes par les aventures extracorporelles dans le chapitre Voyage. Pour le moment, continuons notre découverte de la couche de rêve. Cela pourra sembler fastidieux, mais cette compréhension peut être d'une bonne utilité lorsque l'on vient de franchir l'étape connue sous le nom de mort dans notre culture actuelle. C'est après avoir tué le rêve au cours de nombreuses nuits que j'ai commencé à comprendre certains de ses mécanismes et de quoi il est fait plus précisément. La constitution du rêve. Selon mes observations,
L'activité onirique se déroule plus ou moins en permanence à un certain étage du psychisme, que nous soyons éveillés ou endormis. Examinons plus particulièrement le rêve dans le contexte sommeil. Lors du sommeil, à un moment ou à un autre, vous quittez le véhicule physique. C'est pourquoi vous avez parfois l'impression de monter ou de tomber lorsque vous sombrez dans cet état. Un retour brutal donne un réveil en sursaut avec la sensation d'avoir raté une marche. Lors des premiers exercices de sortie hors du corps, ces ratages de marche deviennent soudain très nombreux. Voyons le rêve dans le cas où le corps de lumière est extériorisé du corps physique et qu'il se trouve à plus de 5 mètres de celui-ci. Dans cette hypothèse, il y a de fortes chances pour que le corps d'énergie ait regagné le corps physique et que le fil d'argent qui relie le corps de lumière au corps physique comme un cordon ombilical ne vous secoue pas en tous les sens. Voici comment j'ai commencé à comprendre ce qui arrive. Je me trouve pleinement conscient dans le corps de lumière. Ne voyant ni le corps physique, ni le monde physique, il n'y a rien autour de moi qu'une myriade de minuscules grains de lumière erratiques. Je reste là un moment, et je sens soudain une pulsion de création mentale arriver dans ma conscience. Quelque chose a envie de créer, mais je perçois très bien que c'est une partie de moi située à un plan supérieur qui décide réellement. Alors l'idée me prend de ne pas m'opposer à la création, mais d'y assister pleinement. Et pour ce faire, je dilate mon temps pour voir la scène au ralenti. Je n'ai aucune idée de ce qui va arriver, aucune intuition sur le spectacle qui peut apparaître. Je vois les points de lumière commencer à se regrouper et à prendre des couleurs différentes. Puis, le phénomène s'accélère et en quelques instants, voici que se crée autour de moi un hall d'aéroport, immense, avec des milliards de détails. Et en plus, tout bouge. Les gens circulent avec les bagages. Il y a des centaines de personnes différentes. Elles ont absolument l'air réelles, avec leurs vêtements, leurs expressions. Le hall fait bien 200 mètres de long et 30 mètres de haut, très moderne. Il y a plusieurs étages, des mezzanines, des boutiques, rien qui ne puisse être sorti de ma mémoire. Je ne reconnais pas le lieu que j'aurais physiquement visité. Je suis ébahi, abasourdi. Comment peut-on créer un tel paysage aussi vite? Et tout est en mouvement. Le pouvoir de création de l'esprit me subjugue. La démonstration est époustouflante. Je suis au milieu de ce hall d'aéroport. Il est tout autour de moi, sous mes pieds, en haut et dans toutes les directions. Rien ne le différencie de la réalité. Je décide de continuer l'expérience et prends l'initiative de dissoudre la création. Mais je le fais au ralenti, pour observer ce qui se passe. Alors le hall et les personnes autour de moi redeviennent des grains de lumière, et je me retrouve seul, au sein de particules agitées de mouvements browniens. C'est comme une partie de tennis. Je redonne la main au créateur, avec sa permission. Et il reconstitue l'aéroport tout comme avant, dans ses moindres détails, avec d'autres gens qui vont et viennent. Mes chers amis, quand vous mourrez, vous serez obligatoirement confrontés au pouvoir de création de votre esprit. Il est immense, suffisant pour fabriquer sur mesure un paradis ou un enfer pour chacun d'entre nous. Le Bado Todol, ou livre des morts tibétains, ne fait que répéter sans cesse aux décédés « Noble fils, reconnais toute chose comme une projection de ton propre esprit. » La liste des créations concernant cette mise en garde est assez éloquente. Lumière éclatante, bleue, blanc, jaune, rouge, verte, lumière terne, grise, immense royaume céleste, légion de divinités pacifiques ou courroucées, sont terrifiants et vibrants plus que 1000 tonnerres. Ô noble fils, les royaumes célestes n'ont pas d'existence localisée, mais ne sont que les divisions cardinales et le centre de ton cœur d'où ils sortent pour t'apparaître. Les corps de ces déités ne proviennent pas non plus d'un autre lieu. Ils sont de toute éternité, le déploiement des potentialités de ta propre connaissance. Reconnais-les donc pour ce qu'elles sont. Livre tibétain des morts. Je fais le choix de me répéter. Ce pouvoir de création de votre propre esprit n'est pas une blague du tout. Quelle que soit votre vie sur Terre, votre religion, vos croyances, vous y serez confrontés. Vous n'aurez aucun problème pour créer un immense paysage avec chaque brin d'herbe et chaque grain de sable à sa place. L'océan, les nuages et les habitants inclus. Même si vous pensez n'avoir aucune imagination, vous serez surpris au-delà de toute prévision. Retour à mes explorations personnelles. Le hall d'aéroport est un exemple de rêve macrocosmique. Il s'étend très largement autour de la personne qui en est à l'origine. Cette création a une réalité objective.
Une autre personne qui passerait par là verrait le spectacle avec les mêmes détails. Il est important de le préciser. Dans les mondes supérieurs, les êtres avancés créent consciemment leur environnement et vivent collectivement dans des zones consensuelles. Il existe aussi des rêves dont l'expression visuelle se limite à ce que je nomme la bulle de rêve. En voici les caractéristiques. Elle s'étend dans un espace limité aux abords immédiats du corps de lumière et forme, grosso modo, une sphère multi-écran autour de lui. On y voit directement des scènes projetées par le mental de la personne qui est au centre, comme un film en 3D. Certaines scènes sont plus stables que d'autres, en fonction de l'intensité des flux mentaux et de leur fréquence de renouvellement. La bulle n'est pas permanente et peut complètement disparaître puis réapparaître à n'importe quel moment, en particulier lors de certaines phases mentales durant le voyage inconscient hors du corps. Elle peut se manifester également alors même que nous sommes lucides dans le corps physique en état normal de fonctionnement. Transmission et mémoire. Ce qui suit peut sembler fastidieux à lire, mais c'est certainement une des clés les plus importantes de ce bouquin. Dès le début des recherches, je m'interroge longuement sur ce qui fait qu'on se souvienne ou pas de ses voyages hors du corps durant le sommeil, ou de ses vies antérieures, ou bien des séjours dans les mondes supérieurs, de sa petite enfance, de ses rêves, etc. De la même manière, je réfléchis plus tard au NDE. Pourquoi donc tous ceux qui frôlent ainsi la mort ne se souviennent-ils pas d'une telle chose? Pourquoi certains éléments sont-ils effacés de la mémoire des expérienceurs? Quelle relation existe entre la conscience et la mémoire? Pourquoi avons-nous une conscience et une mémoire différentes dans le corps de lumière? Attentif à ce qui se passe, je remarque rapidement qu'il y a une phase de transmission de l'information au corps physique lorsque l'on revient d'un voyage hors du corps. Les premières fois, je ne peux que me placer dans la position intracorporelle pour assister à l'arrivée de l'information du souvenir et son installation dans le corps physique. Je distingue que c'est parfois à ce stade précis que le cerveau est tenté de fabriquer un rêve à partir de l'expérience réelle. Puis, j'observe que cette transformation peut continuer en cours de journée. La fabrique du rêve ne fait pas de pause. Analogiquement à une mémoire d'ordinateur, la version originale est stockée quelque part, ainsi que toutes les autres versions modifiées. Ce sont les traits psychologiques, intellectuels, ainsi que l'étendue et la nature des informations stockées dans la mémoire du corps physique qui vont privilégier une version en particulier. Une autre façon de le dire serait la suivante. En général, on ne se souvient pas de quelque chose dont le cerveau physique ne possède aucune information. Pire, on ne peut pas en être conscient au moment même où l'événement survient. Dans un second temps, j'observe des conflits entre l'information descendante et le psychisme physique quand le contenu de la mémoire contredit ce qui est accepté comme la réalité. Exemple, voir dans toutes les directions en même temps. Puis le cerveau matériel accepte progressivement de nouvelles données, il se reformate. Je découvre alors qu'on peut bloquer cette fabrique de rêves dans le corps physique. Accessoirement, je découvre aussi qu'on peut volontairement produire des substances chimiques naturelles dans le cerveau pour endormir le corps en quelques secondes. Je constate aussi que l'ordre chronologique n'est pas obligatoirement respecté. Certaines séquences sont redistribuées dans un nouvel assemblage, et l'émergence de souvenirs est parfois non linéaire. Par exemple, le cerveau matériel peut classer un événement après un autre, bien qu'il lui soit antérieur, et il peut restituer des fragments de mémoire dans le désordre le plus complet. Bref, tout le système semble organisé pour que ce soit le bazar intégral, et que plus personne n'y comprenne rien. Et c'est bien le résultat final. Personne n'y comprend rien, à commencer par les scientifiques, malgré leurs certitudes actuelles. Au terme de quelques années, j'observe que le système est encore plus complexe. Le corps de lumière revient avec une très grosse somme d'informations. Il va les transmettre d'abord au corps énergétique, lequel aura tendance à fabriquer sa propre version du voyage. Puis, cette version va au corps physique, qui fait son propre bricolage. C'est le téléphone arabe à tous les étages. Dans les mondes supérieurs, chacun communique avec des boules de pensée, une sorte de super télépathie. Cette méthode est universelle. Elle semble utilisée partout dans la création. C'est comme si le corps de lumière utilisait cette méthode. Il envoie sa boule d'information au corps énergétique afin que celui-ci la communique au corps physique. J'ai fini par comprendre ce mécanisme en fragmentant la conscience et en la plaçant aux 3 étages simultanément. Si, c'est possible.
J'avais fait un court voyage entre Marseille et Aix-en-Provence dans le corps de lumière, et j'ai observé attentivement comment cette information passait au niveau des enveloppes inférieures. Le corps énergétique et le corps physique sont des brouilleurs, ce qui explique que la majorité des humains de cette planète sont des dormeurs. Cette nuit-là, j'ai commencé à comprendre comment créer une sorte de pont harmonique entre les trois enveloppes afin que le souvenir, la mémoire, l'information s'installent dans le cerveau matériel sans déformation. Par la suite, j'ai remarqué que quand le cerveau matériel recevait une information sur laquelle il n'avait aucune donnée, il enregistrait en blanc, comme un morceau de disque dur sur lequel rien n'est enregistré. Ce type de phénomène est la preuve d'un grand progrès dans le mécanisme de la mémoire. Quand il ne sait pas, le cerveau ne dit plus rien. Auparavant, il inventait absolument n'importe quoi pour boucher le trou. Le pont harmonique se crée par l'intention et l'entraînement. Il constitue un véritable canal entre les différents mondes. Du monde physique, on se connecte à la mémoire astrale, ou mieux, mentale, ce qui nous donne accès aux souvenirs des vies passées et des séjours intermédiaires dans les mondes supérieurs. Mais c'est du boulot. Un autre facteur va jouer un rôle déterminant, celui de la réduction ou de la suppression des tensions. Ces tensions sont générées par des mémoires contenant de la colère et de la peur, et nous en sommes presque tous infestés. D'où le business des psychiatres, des psychologues et des psychanalystes. J'ai connu des cas où les thérapies duraient parfois depuis 10, 20 ans ou plus. À ce stade, je me demande s'il ne faut pas remettre en question le bien fondé des théories et des méthodes. Par parenthèse, la profession de psychologue est celle qui connaît un des plus forts taux de suicide. À titre d'exemple, la psy qui conseillait une de mes compagnes en région parisienne, laquelle conseillère a fini par se donner la mort par pendaison dans son salon. Il semble qu'elle avait un différend avec son ami du moment, le dernier en l'occurrence. Psychologue diplômé en plus. Faire du sport, se nourrir de manière équilibrée, profiter des plaisirs simples, ne pas entretenir trop de conflits, me semble être la base. Certaines personnes sont très sensibles aux enseignements spirituels, au yoga, au voyage, à la méditation. À chacun de faire son choix. Le but est de baisser le niveau de peur et de colère. Je termine ce sujet par une citation de la Grèce antique. Apprendre, c'est se souvenir. Je vous souhaite de vous souvenir de qui vous êtes, d'où vous venez et où vous voulez aller. Il n'y a pas de meilleur vœu pour vous qui lisez ces lignes et avez déjà probablement au moins quelques idées sur ces questions. Monroe Institute. Je suis allé à l'Institut Monroe en Virginie, USA, à la fin des années 90, afin d'y suivre la session Getaway, porte d'entrée. Pour ceux qui ne connaissent pas, Robert Monroe était un chef d'entreprise qui soudainement a fait des voyages hors du corps. Mais il n'était pas au seuil de la mort. Les choses sont arrivées d'un coup. Le problème fut qu'il n'avait jamais entendu parler de cela. Puis, il a compris que ces phénomènes ne sont pas arrivés par hasard. Il était en train de mener des expériences sur le son. Par exemple, acquérir des connaissances tout en dormant. Il a écrit 3 livres très intéressants, dont seulement un, je crois, a été traduit en français. Il a fondé un centre de recherche dans lequel se sont entraînés en secret les espions psy de la CIA. Ces espions s'exerçaient à la vision à distance. En quoi consiste cet entraînement Getaway ? Eh bien, vous n'avez pas besoin de croire à quoi que ce soit. Vous travaillez avec votre mental en vous aidant de son et de lumière. Vous bossez entre 8 et 20 heures par jour si ça vous dit, y compris quand vous dormez. J'y suis allé pour améliorer mes capacités de sortie hors du corps. Mais à part une balade le premier soir, avant de commencer le training, durant toute la semaine, rien de ce côté-là. Par contre, j'ai eu droit à 2 surprises. Vision à distance. La première surprise a été de rencontrer John McMonigal lui-même, un des plus doués parmi les espions psy, à la retraite depuis quelques années. Il a vendu la mèche en écrivant 2 ou 3 bouquins, non traduits en français à ma connaissance. Nous sommes en fin de semaine, saturés d'entraînement, et John va nous tester tous ensemble pour évaluer nos capacités de remote viewing, vision à distance. Pas d'explication, il inscrit une série de chiffres sur un paperboard, nous demande d'y jeter un coup d'œil, puis de dessiner ce qui nous vient à l'esprit à la suite de cela. Nous sommes tous assez décontenancés, surtout ceux qui, comme moi, n'avaient jamais entendu parler de remote viewing avant cela. Néanmoins, je joue le jeu, regarde ce qu'il y a comme image qui se promène dans l'arrière-plan de la conscience.
Il y a un paysage immense, une campagne assez plate, une petite rivière serpente longuement dans tout le coin, quelques routes, pas d'autoroute. Je regarde attentivement et je vois plus loin, à 10 kilomètres environ, une sorte de montagne bizarre qu'a complètement isolée dans le paysage, comme une énorme cheminée de centrale nucléaire. Nous rendons les copies et John nous montre la cible. Il s'agit de Devil's Tower, la montagne que l'on voit à la fin du film Rencontre du troisième type. Nous sommes 3 à l'avoir dessinée. Les 2 autres sont en plein dessus. Et moi, j'ai la vue d'ensemble, mais la montagne figure bien sur mon dessin, comme elle est en réalité. J'ai besoin d'un petit recalage, mais pour une première fois, ce n'est pas trop mal. Bluffant tout de même, ce truc de vision à distance. Second test, nouveau chiffre sur le paperboard. J'y jette un coup d'œil, et en moins d'une seconde, une portion d'arc apparaît sur la conscience. Il s'agit d'une sorte de construction que je n'arrive pas à comprendre. J'essaie de voir comment cette portion d'arc peut bien être raccordée à quelque chose afin de tenir debout. J'active ma raison, et j'essaie de faire des déductions. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Il faut seulement regarder et percevoir par tous les sens, pas interpréter. La cible est une tour en arc de cercle située au Canada, et elle tient debout. Pour continuer un peu sur cette vision à distance, voici 2 autres exemples vécus des années après. 1. Nous sommes au moment où l'armée américaine recherche Saddam Hussein qui s'est caché quelque part après l'invasion du pays. Je me trouve chez moi, à regarder tranquillement la télévision. Tout à coup, une vision jaillit dans la conscience. Je vois à une distance de 10 mètres un gros bonhomme tapi dans une embrasure de porte. Il observe le bâtiment où j'ai la sensation d'être localisé. Nous sommes en pleine nuit. Je me rapproche de lui. Il est grand, porte une forte moustache et semble être un militaire irakien sans uniforme. Il compte sur ses doigts lentement, sans s'arrêter, et je remarque qu'il n'utilise jamais le pouce. Il compte des séries de 4. Plusieurs informations m'arrivent. Cet homme espionne dans le cadre de la recherche de Saddam Hussein. Il veut savoir où il se cache, et ceux qui peuvent entrer et sortir du bâtiment peuvent lui donner des indices. Il espionne pour le compte de l'armée américaine. Le nom de l'endroit où il se trouve, ainsi que sa localisation approximative au nord-est de la capitale, m'apparaissent clairement. C'est un petit bled, mais mon gros atlas mondial connaît tout. Je retrouve le nom du lieu et à l'endroit indiqué. Quelques jours après, Saddam Hussein est arrêté à une dizaine de kilomètres de ce village. 2. Je suis en Californie dans le cadre du protocole CE5 avec l'équipe de Steven Greer. Le protocole CE5 consiste à passer un coup de fil psychique aux extraterrestres qui sont dans le coin et de les inviter à communiquer avec nous. Enfin, grosso modo. Je suis le premier Français à faire ce genre de choses avec le très célèbre Greer. Vous voyez que je ne recule devant rien. Je parlerai de ceci dans un autre chapitre. Mais vers la fin de la semaine, nos aptitudes en vision à distance sont impitoyablement testées. Je dois souligner que je me fais remarquer depuis le début pour ma capacité à sombrer dans le sommeil à peu près n'importe quand, et à tousser quand il ne le faudrait pas. Mais j'ai une crève carabinée qui m'empêche de combler le décalage horaire et rester immobile dehors toutes les nuits dans le vent glacé n'arrange pas mon état de santé. Il y a un gros carton posé devant les jambes de Steven. Ils sont 40 à s'être déjà exprimés sur ce qu'il y a dedans. Beaucoup y ont vu des fruits, oranges et bananes, ou d'autres trucs de ce genre. Et moi j'hésite vraiment à parler, car je ne vois rien de tout ce qu'ils disent. La plupart de ces personnes sont des champions de méditation et des pratiquants réguliers de la vision à distance. Je sens que je vais avoir l'air con. Je suis maintenant le dernier, et je n'ai pas le choix. Tout le monde doit y passer. C'est à mon tour, je me lance. J'explique que j'ai exploré le carton et qu'il est quasiment vide, quelque chose comme 99,9%. Il y a seulement un petit objet posé au fond, métallique, rond. Greer me coupe alors la parole. You are absolutely right. Il ouvre le carton et en sort une petite boussole. Il ne m'a pas laissé le temps de continuer, car je voyais aussi ce qu'il y avait dans le carton avant qu'il le vide pour y déposer la boussole où ces objets avaient été faits, et 2 ou 3 trucs sur les personnes qui ont fabriqué et emballé les 10 objets. L'air de rien, je pose la question à un membre de l'équipe au moment du break. C'est bien cela. Il y avait des t-shirts Made in China. Nous aurons d'autres tests encore plus corsés. Je remarque quelque chose à cette occasion. J'obtiens toujours les meilleurs résultats, mais je ne fais pas comme eux. Ils ferment tous les yeux, se relaxent, se concentrent, prennent des postures, font le silence, et tout cela en même temps.
Bref, ils ont l'air de ce qu'ils font. Tandis que je ne fais absolument rien de tout cela. Je garde les yeux ouverts, scrute tout l'endroit, bouge sur la chaise, tousse un peu, tout le temps, pense comme d'habitude, mais en plus, je fragmente la conscience. Une partie gère les activités normales, l'autre va visiter les arrière-plans et informe sa collègue des trucs qu'elle voit. Ici et là-bas en même temps. C'est ce que mes conseillers de l'autre dimension me rabâchent depuis quelque temps. Cette fois-ci, je pige. Merci. J'arrive parfois à la fragmentation par 3 sans qu'aucune ne perde de force. Il faudra tenter de faire mieux un de ces jours. Revenons à l'Institut Monroe. Seconde surprise. Nous sommes jeudi et je suis complètement saturé d'exercice. Je n'en peux plus. Je suis gavé. Le premier truc de chaque séquence est de se constituer un reball, une sorte de sphère d'énergie vibrante autour de nous, environ 2 mètres de diamètre. Je fais cela mentalement depuis le début, mais je ne sens rien du tout. J'ai posé la question pour savoir si cette sphère avait un rapport avec l'aura lumineuse. Apparemment, c'est autre chose. En cette matinée, je me sens sur le point d'exploser. Après le briefing, nous voilà tous repartis vers les check units pour un énième exercice. Je jette un coup d'œil dehors avant de fermer les volets. Il fait super beau, chaud, pas un brin de vent. Il va falloir s'enfermer dans une case de 2 mètres cubes pendant un bon moment avec des écouteurs sur les oreilles. Bon, allons-y. Je sens immédiatement que j'ai envie de casser le protocole. Pour commencer, au lieu de faire un reball de 2 mètres, je commence par en faire un de 6 miles environ autour de moi, soit 10 km. Elle englobe tout le coin, la petite vallée, et monte jusqu'aux nuages d'été. Bon, ça c'est fait. Puis, je parcours les étapes désignées par Focus 1, Focus 10 et à la suite. À Focus 12, corps endormi, esprit éveillé, j'ai soudain des nouvelles de ma méga reball. Je sens toute la vallée, la végétation, l'air, les nuages, tout ce qu'il y a dans le coin me délivre une information bucolique, dans le non-verbal, à l'intérieur de la méga reball. La sensation est très forte, mais les choses s'aggravent d'un coup quand je sens une présence fantastique dans l'ensemble de ce paysage. Et cette présence est le vent. Vous n'allez pas me croire, mais le vent s'adresse directement à moi, le gars au centre de la sphère d'énergie vibrante. Il m'explique qu'il arrive, qu'il vient vers moi, qu'il m'aime depuis toujours, moi, personnellement, et il me couvre d'un amour immense, très au-dessus de ce qu'un humain incarné peut normalement recevoir. Simultanément, je perçois des gros paquets d'énergie qui frappent des points précis, le bas du dos, le milieu du dos et la nuque. À partir de ces impacts, des sortes de vibrations électriques se répandent et inondent le reste du corps à la vitesse de quelques centimètres par seconde. Tout cela n'a absolument rien de subjectif. C'est ce qui est réellement en train d'arriver. Je suis noyé sous des flots de vibrations d'une nature entièrement nouvelle mais très puissante. Le vent dialogue avec moi, et sur le coup, je suis tenté de lui répondre en plaisantant un peu. Le truc est très déconcertant, mais la sensation vibratoire est tellement puissante que j'en perds complètement mes repères. En même temps, je sens la tonalité de la végétation de la vallée vibrer. Elle sent le vent approcher et attend l'éventuelle pluie qu'il pourra apporter. Je sens toute la vallée qui attend ce vent et l'échange d'amour qui circule dans tous les sens. Si vous voulez devenir écologiste, il n'y a qu'à vivre un truc comme cela. Il suffit amplement. Le gars dans le casque m'enjoint de passer à Focus 15 et commence à passer les sons qui vont avec. Bon, on y va. Je perds le contact avec le vent, plus de paquets de vibrations. Un moment après, vers Focus 19, je me dis que j'aimerais bien retourner discuter avec mon copain le vent, et je repasse en Focus 12, sortant du process de l'exercice. Le vent est toujours là. Il m'annonce qu'il s'est avancé vers moi, il est presque là, à l'endroit où je me trouve. Il m'aime depuis le commencement des temps, et me balance des masses de vibrations en ces 3 points dans le dos. Et quand elles se propagent, je ressens une forme d'extase supérieure à ce que j'ai vécu dans le corps de chair depuis la naissance, activité sexuelle y compris, précision importante. Passage en Focus 10, puis 1. Fin de l'exercice. Et vous savez quoi? Je me précipite pour ouvrir les volets, et il y a un vent de tous les diables dehors. Tout le monde pense qu'un gros orage va arriver. Les arbres sont secoués, et tout ce qui est dehors se fait renverser comme les chaises sur le gazon. Une petite tempête. Je dois dire que cette preuve m'a pas mal remué. Il n'y avait pas un brin de vent, mais mon ami m'a annoncé son arrivée, et il est bel et bien venu. Tout le monde l'a constaté. Au débriefing, j'explique que le vent d'ici et moi sommes potes depuis toujours, ce que je ne savais pas, il y a seulement 1 heure.
Je me suis creusé la tête pendant des semaines. Le vent, c'est bien de l'air en mouvement, non? Est-ce qu'il y a une sorte de supra-entité énergétique, vieille comme la planète, dont le corps physique serait l'air? J'ai passé en revue tous les principes que je connaissais, et tous ceux que je pouvais imaginer. Mystère. En tous les cas, cette expérience complètement inattendue m'a fait définitivement passer l'envie de me foutre de la gueule des chamans et de tous ceux qui prétendent communiquer avec les éléments. Visiblement, je ne sais pas tout, loin de là. J'en rajoute une dernière couche sur mon copain le vent. Je sais, vous n'allez pas croire cela non plus. 2 ans après, je suis au Club Med, dans les Caraïbes, pour 5 semaines de congé. Tous les matins, vers 9 heures, je fais 10 à 15 km de jogging. Et comme il fait déjà 30 degrés à ce moment-là, je me repose le reste de la journée, en bouquinant plus ou moins, et participant aux activités. Il n'est pas tombé une goutte d'eau ici depuis des semaines, et en cet après-midi, je suis allongé au soleil, sur ma serviette, en train de ne rien faire. Tout à coup, je reçois des paquets de vibrations au coccyx, au milieu du dos et à la nuque. Des milliards d'étincelles électriques se diffusent dans mon corps, me procurant une sorte de jouissance, que je ne peux comparer à rien. Et mon ami le vent se manifeste dans le même temps, en commençant par m'expliquer qu'il m'aime depuis toujours et qu'il arrive. Le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne m'attendais pas à cela. Et en plus, il n'y a pas le moindre souffle d'air. Mais mon ami persiste à me confirmer son arrivée, continue à me bombarder d'énergie et de mots d'amour. Au bout de quelques minutes, je suis obligé de constater qu'il ne me ment pas. Il est bien là maintenant et a même emmené quelques amis à lui. Des jolis nuages, alors qu'il y a peu, nous avions un ciel bleu intégral. Nous nous prenons même un peu de pluie, la seule durant ce séjour de 5 semaines. Tout le monde est surpris, mais pas moi. Mon pote m'avait prévenu de son arrivée 10 minutes avant.